m'avait dit, Marc, fais attention, je crois qu'à cette réunion, il y a un petit peu d'attente. Je crois que le un petit peu était faible. Alors d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. On va parler de sujets, je crois, sont importants. Je veux dire, ça me fait plaisir d'être parmi des amis, parce que quand on se frotte, comme j'ai commencé à le faire depuis quelques mois, avec la bureaucratie israélienne ou les politiques israéliens, c'est des gens très bien, mais pas toujours nos amis. Donc là, on va pouvoir parler entre amis et essayer de... Je suis désolé. Et essayer de dire les choses le plus franchement possible. J'espère que je ne vais pas vous décevoir non plus, parce qu'on ne vient pas vous présenter un chef, on vient vous présenter un plan d'action. Un plan d'action pour que ça fonctionne. Alors, on va essayer d'expliquer ce que c'est Qualita, comment on a commencé, on a fait un bon mille du chemin, et pourquoi on a besoin de vous pour continuer. Alors Qualita, c'est tout jeune. On avait dit qu'il y a beaucoup eu de tentatives. Moi, je considère qu'il y a une seule bataille qu'on essaie de perdre, c'est celle qu'on ne mène pas. Cette association, on l'a créée en juin 2015, et on a d'ailleurs commencé par un séminaire à Natania d'association, en présence d'ailleurs d'une partie de la journée, les 2 jours que nous avons passés avec la mère de Natania. Quel était l'objectif? L'objectif, c'est faciliter l'installation des Olim francophones et leur intégration dans le pays, et limiter les retours. Une hérida, c'est un échec, et ça fait mal au ventre à chacun, et nous avons besoin de tous ceux qui viennent en Israël. L'Aliyah, c'est une décision difficile, une décision personnelle, mais notre credo, c'est que si quelqu'un a fait son Aliyah, à ce moment-là, c'est de la responsabilité de tout le monde, de l'État d'Israël, de la communauté juive francophone en Israël, de la communauté juive française. C'est notre devoir à tout le monde que la Aliyah réussisse et qu'on soit bien en Israël, et évidemment qu'on n'ait pas envie de retourner et de repartir. Alors, sur quoi Qualita veut travailler pour essayer d'améliorer concrètement sur le terrain la situation des Olim de France? On a l'ambition, c'est pas facile, de travailler sur tout ce qui peut toucher la vie des Olim. Le plus important d'après nous, c'est l'emploi. Si je réussis à avoir un travail payé normalement et que je puisse gagner ma vie, j'ai résolu une partie de mes problèmes. Donc, dans l'emploi, ça veut dire le problème de reconnaissance de diplôme, ça veut dire les problèmes de reconversion professionnelle. Il y a des jeunes qui viennent avec un métier qui ne fonctionne pas en Israël. Ça veut dire le problème concret, je peux avoir un bon métier, est-ce que je vais trouver la boîte israélienne qui va m'aider? Donc des problèmes de placement, des problèmes éventuellement d'obtenir des aides des entreprises, que l'État donne des aides aux entreprises qui embauchent des Olim Khavachim. Ils aient intérêt à le faire, de la même façon que, sûrement vous vous souvenez qu'en France, il y a des mécanismes qui aident les entreprises à employer des jeunes, des non-diplômés, etc. De la même façon qu'il y ait exonération de charges ou moins de charges pour les entreprises qui vont employer des Olim. Ensuite, également peut-être, on travaille toujours pour l'emploi, la possibilité d'obtenir des prêts professionnels pour ceux qui ont un projet professionnel mais qui ne peuvent pas encore avoir accès au réseau bancaire israélien dans un premier temps, donc les aider, des projets de microfinance pour les aider à lancer une activité. Donc beaucoup de sujets autour de la vie professionnelle. Et évidemment le salaire. Logement, tout ce qu'on peut faire pour aider pour les logements. Est-ce qu'on peut aider à trouver des systèmes pour qu'on puisse devenir propriétaire et pas locataire, puisqu'on sait que ça c'est compliqué la location et c'est très compliqué d'avoir des locations longue durée. Est-ce qu'on peut augmenter pour les Olim les subventions pour le logement, etc. Les études, jeunesse et études, donc ça c'est pour les étudiants. Les aider à avoir une bonne orientation à la sortie de l'école. Aider l'orientation pour savoir dans quelle école envoyer ses enfants. À l'intérieur de l'école, obtenir qu'on fasse
des cours de soutien en hybride pour les enfants qui viennent de France qui en ont besoin. On a 2 classes pilotes qui ont démarré à Natania. On discute avec Naftali Bennett, avec le ministre de l'Éducation, pour étendre ces expériences à l'ensemble du pays. Pour les enfants qui viennent de manière plus âgée, c'est-à-dire quand ils arrivent en Kitayou, Yudalef, Yudbet, en seconde, première terminale, leur offrir la possibilité de passer un bac en français, parce que c'est difficile pour eux de passer dans un temps aussi court un bac en hybride. Donc on travaille sur plusieurs projets. Vous connaissez peut-être l'école de Mikvé Israël, l'école de l'Alliance. On a doublé le nombre de classes pour les Français et c'est déjà plein. On va continuer à augmenter. On a un projet à Jérusalem d'augmenter une école française qui prépare au bac français à Khavat Noir de 100 à 400 élèves. Donc on travaille sur des projets de ce type. Tout ce qui est social, comment vous aider dans ceux qui ont des difficultés sociales, vous aider avec la bureaucratie, vous aider dans les démarches avec du coup patrolim, etc. Et retraités avec l'idée, éventuellement, travaillant sur 2 projets d'ouverture de maisons de retraite, qui seraient des maisons de retraite francophones, parce que beaucoup nous ont dit que ça manquait en Israël. Et le problème de la langue aussi, qui est un problème important, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas moderniser, multiplier, renouveler l'offre des ulpanimes qui ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, l'ambition est grande, c'est travailler sur tous les domaines qui, très concrètement, peuvent améliorer la vie des nouveaux immigrants. Alors, comment obtenir tout ça? Des actions complémentaires. Comment Kalita est né? J'ai été sollicité par différentes personnes, notamment par Yoni Shedboun, qui était le député à la Knesset qui a créé, il y a 3 ans, le lobby francophone, pour me dire on obtient des petites avancées, mais c'est tout à fait insuffisant parce que les Français sont trop dispersés, ne sont pas assez unis, et par rapport aux autres communautés qu'on vient de citer, les Français sont la dernière roue du carrosse, et on n'a pas ce qu'on devrait mériter. Et donc, il faut monter un mouvement avec tous les acteurs qui travaillent pour aider l'immigration. Donc, je suis allé voir un certain nombre d'associations et m'ont dit oui, on a besoin de ça. J'aurais proposé de faire un bureau de liaison en disant on va travailler ensemble. Déjà que les associations qui font du travail sur le terrain, et il y a des associations remarquables en Israël qui travaillent, vous en connaissez beaucoup d'entre elles, Califan, Adir, l'espace francophone, le CNEF, etc. Il y a au moins 30 ou 35 associations, parfois petites, qui font un travail excellent, mais qui étaient plus ou moins équipées pour faire face à 2000 olim par an. Et quand les nombres augmentent, comme vous le savez, à 7000 en 2014 et à 8000 en 2015, sont, et financièrement et en moyens humains, complètement dépassés. Donc il faut faire quelque chose. Ces associations ont dit qu'il faut faire une vraie amouta, pas simplement un bureau de liaison. Et donc, Kalita n'est pas une institution en plus des autres. Son objectif, la façon dont nous fonctionnons, c'est de fédérer ces associations, c'est-à-dire que toutes ces associations sont membres de Kalita, on va rentrer dans le détail dans un instant, et ensemble, nous essayons de les faire travailler mieux, plus professionnellement, on leur donne des conseils, on les soutient financièrement, parce qu'elles ont des budgets très limités, on leur présente de nouveaux donateurs qu'elles ne connaissaient pas, et on essaye de faire des projets communs, parce que souvent on se rend compte qu'il y a 2 ou 3 associations qui ont exactement le même champ de compétences, qui font des projets qui se ressemblent, pas très loin. Donc il faut essayer d'avoir une meilleure synergie pour travailler de manière plus efficace. Sinon, évidemment, il faut faire du lobbying pour obtenir beaucoup plus du gouvernement et des institutions gouvernementales au sens large, puisque proportionnellement, la communauté juive francophone en Israël ne reçoit pas ce que reçoivent les Éthiopiens, c'est peut-être normal, les Russes, mais même beaucoup moins proportionnellement les Américains. Pour ça, il faut faire du lobbying, il faut faire de la communication, il faut se faire entendre, il faut faire du buzz, il faut dire qu'on existe, qu'on est un poids. Ce qu'on a appelé R&D, recherche et développement, c'est que
également pour peser sur des décisions économiques de l'État d'Israël, il faut donner des chiffres économiques qui soient des chiffres sérieux et validés. Et donc, on a commencé un partenariat avec l'Université de Bar-Ilan pour démontrer, encore une fois de manière académique, scientifique, ce qu'une alia importante des Juifs de France, qui est en cours, qui s'est déjà produite et qui va continuer, peut apporter de bénéfiques à l'économie d'Israël. Et quand on fait des calculs simples, uniquement les retraités qui pourraient venir, si la situation était meilleure pour la communauté francophone installée ici, qui auraient envie de venir, ça peut représenter des milliards de shkalim qui seraient déversés dans l'économie israélienne. Donc même si on regarde en dehors de toute idéologie les choses de manière un peu cynique, c'est l'intérêt de l'État d'Israël d'investir, parce que le retour sur investissement de chaque shekel qui est dépensé pour aider des olives est très intéressant. Évidemment, je pense qu'il y a aussi une idée idéologique, c'est-à-dire que si Israël c'est la patrie de tous les Juifs, sur la droit à la loi du retour, il faut que cette loi du retour soit une loi efficiente, qu'elle puisse s'appliquer. Donc si je suis dentiste et qu'on ne me permet pas d'exercer en Israël, est-ce que je bénéficie vraiment d'une vraie loi du retour? On peut en parler. Mais à côté de l'idéologie, il est important de dire au ministre de l'économie, c'est rentable, investis, tu vas recevoir 10 fois plus dans les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est l'objet de la R&D. Et le mouvement Qualita, on va en parler dans une seconde. Donc, le premier moyen d'action, comme je vous l'ai dit, c'est rassembler et soutenir les associations. Pour sourire, voilà un petit peu à quoi ressemblait une queue devant le ministre de l'intégration. Vous avez une organisation américaine, Nefesh Benefesh, une organisation russe, et puis vous aviez 50 associations françaises qui arrivaient pour demander diverses choses, et parfois la même chose. Quand Zev Elkin a été nommé ministre de l'intégration cet été, une des premières actions qu'il a fait une grande réunion où il a réuni toutes les associations françaises pour leur dire je vais aider les Français. Et il y en avait toute la salle. La veille, il avait eu la gentillesse de me recevoir en tête-à-tête et il m'a dit, Seisenberg, si vous réussissez un petit peu à unifier ça et à parler d'une seule voix, vous ne savez pas combien on pourra vous aider beaucoup plus. Parce que c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous lorsqu'on a tant de demandes. Essayez de vous réunir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc aujourd'hui, et ça répond un tout petit peu à votre question. Quelques mois après la création de Qualita, le premier succès, c'est le nombre d'associations qui sont membres de Qualita et qui se sont engagées dans ce combat pour travailler ensemble, mieux et plus fort. Des associations, la plupart sont israéliennes, mais également des associations françaises. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que c'est également de la responsabilité de la communauté juive française de faire qu'une alia qui se produit soit une alia réussie. Et donc, il n'y a pas de raison qu'une partie de la collecte, par exemple, des fonds qui sont donnés pour Israël, n'aille pas aux livres qui sont déjà ici. Et donc, c'est un symbole pour moi important que le CRIF a adhéré à Qualita. C'est la première fois que le CRIF adhère à une association hors de la France, parce qu'il partage ce point de vue. Mais vous verrez, il y a également l'OSE, il y a d'autres associations, même certaines n'y figurent pas, le centre communautaire de Paris, que certains connaissent bien, etc., qui suivent notre demande. Et tous les jours, il y a des associations qui viennent nous voir pour nous rejoindre. Donc, essayez d'avoir la plus grande unité. Et donc ça, c'est les rencontres qu'on a eues avec toutes ces associations, des rencontres et des rencontres de travail. Et par exemple, demain, dans le siège de Qualita qui soit à Jérusalem, il y a une réunion avec la responsable des associations, très technique, pour parler informatique, comment partager mieux l'information du web, comment se servir mieux de Facebook, des outils de communication qui sont aujourd'hui absolument nécessaires. Alors ensuite, le lobbying. Le lobbying, c'est demander tout ce qu'on peut demander et ne pas demander ce qu'on ne peut pas obtenir. Benjamin Netanyahu nous a dit de faire notre alia et qu'il était prêt à nous accueillir. Qu'est-ce que vous demanderiez à ma place? Une meilleure préparation? Je te dirai à fond oui. Des allocations? Je te dirai à fond oui. Une maison? Je te dirai non.
du Jacob et Jaraoui. Et moi j'étais jeune, mais j'étais figurant dans ce film. Donc ça me rappelle quelques bons souvenirs. Alors, donc, le lobbying, nous travaillons avec des professionnels. Alors, nous avons préparé un plan. Nous avons préparé un plan pour le gouvernement pour lui dire la chose suivante. Il se peut demain qu'il y ait 50 000 Olim supplémentaires de France. En combien de temps? En 3 ans? En 5 ans? En 8 ans? On ne sait pas exactement, ça peut être en 3 ans. Il y a une étude très récente de la Fondation Jean Jaurès en France, qui est sortie il y a quelques jours, qui n'est pas connue pour un pro-sionisme débridé, mais qui est une association relativement sérieuse, et qui a fait un sondage et qui est arrivé à la conclusion que 40% des Juifs français pensaient un peu, moyennement, beaucoup à une éventuelle aliyah. Ça veut dire 200 000 personnes. Donc quand on parle de 50 000 olim possibles, c'est possible, en tout cas, il me semble que c'est la responsabilité de l'État de se préparer à ce type de chiffres. Aujourd'hui, on n'est pas préparé. Et donc, on a préparé un plan très détaillé. On a travaillé avec l'agent juive de manière régulière pour dire voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'emploi, pour améliorer la situation pour les jeunes, pour le logement, etc. Un plan qui représente 400 millions de shekels sur 3 ans. Ça peut vous paraître beaucoup, donc une centaine de millions de dollars. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. D'abord parce que, comme je l'ai dit, c'est tout à fait rentable pour l'État d'Israël. Et je lisais dans la presse ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez entendu ça, qu'il y avait un problème concernant la aliyah éthiopienne. La aliyah éthiopienne, il a été décidé par le gouvernement il y a quelques semaines de faire un dernier effort et d'amener 9000 juifs éthiopiens qui sont encore en Éthiopie. 9000 juifs éthiopiens. Et malheureusement, donc il y a eu une décision gouvernementale il y a quelques semaines, nous allons faire le dernier effort et nous allons les amener. Et puis on apprend il y a quelques jours que finalement c'est reporté. Pourquoi? Parce que ça coûte 9 milliards de shekels et que le gouvernement avait pris la décision de principe mais n'avait pas le financement. 9 milliards de shekels. Donc nous demandons une somme beaucoup plus petite, je ne me mets pas en concurrence avec les Éthiopiens, et de 400 millions de shekels sur 3 ans, qui pour nous pourrait changer fondamentalement la façon dont les Olim Hadashim pourraient s'intégrer avec des mesures extrêmement concrètes. Dans quoi on peut intervenir? Alors, Michael Ben-Sadoun, lève-toi, viens avec moi. Michael est le directeur général de Calita. Calita, c'est une petite équipe, puisqu'aujourd'hui nous avons 3 permanents, 4 permanents. Ephraim Zenou, qui est là, qui s'occupe de la technique, qui s'occupe de Facebook, tout ce qui est communication. Voilà, nous avons David Lasserie, il est David, il est là, qui s'occupe du problème important de la reconnaissance des diplômes. Voilà, vous avez l'équipe de l'État, mais nous travaillons tous les jours avec toutes les associations, et c'est ça qui nous donne la force. Alors, on en parlera évidemment tout à l'heure avec David Tibi. Le problème de la reconnaissance des diplômes est un problème important. On parlera des dentistes, mais on peut dire que c'est une bataille qui ne fait que commencer. Cette première victoire est importante, mais on continue. Quelques mots peut-être sur nos combats. Donc nous avons eu la chance avec David de mener un combat collectif extraordinaire. Je voudrais saluer le travail de David et de toutes les associations pour cette première victoire qui est une victoire historique. Et comme l'a dit Marc, nous n'allons pas nous reposer après les dentistes. Donc les prochains dossiers, ce sont les infirmières. Céline, Anine, oui Céline. Donc on se bat à la Knesset. Parfois on se bat de manière même un peu musclée. Donc vous avez été trop dur. On n'a pas le choix. Il faut être très dur malheureusement pour obtenir des résultats. Et notre principe est de dire que les professionnels formés en France sont au moins un niveau équivalent aux professionnels israéliens. Et donc, il faut demander de manière systématique des exemptions. Ça permet aux Olim de s'intégrer très vite, ça permet à Israël d'obtenir des talents exceptionnels, et ça permet aussi à l'État d'Israël d'économiser beaucoup d'argent
qui aujourd'hui investit dans tous ces examens. Je vais vous passer tous les dossiers techniques, mais il y a beaucoup d'argent qui sont tout simplement c'est du gâchis à mon avis. On les forme en France aux examens, le taux d'échec est très élevé, donc on demande de manière systématique une exemption. Et nous allons continuer à nous battre. Le prochain combat en cours avec le député Elie Lalouf, dont j'aimerais saluer le travail, qui est vraiment notre représentant, le représentant. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il fait un travail. On a vraiment une fenêtre d'opportunité, il faut qu'on aille très vite, les infirmières, les pharmaciens et les autres. Alors, encore une fois, Kalita est jeune, juin 2015, ça fait quelques mois. On a commencé à faire un peu de communication il y a seulement 3 ou 4 mois, mais je pense qu'il y avait une attente dans la société israélienne d'un mouvement qui concerne les Français. Et donc, ces outils de communication, enfin, cette communication a commencé avec quelques premiers passages dans les médias pour populariser cette bataille que nous devons gagner. שלום ליושב ראש ארגון הגג של עולי צרפת, מרק אייזנברג, אתה גם נשיא אליאנס העולמי. אחרי כל מה שקרה, אילן אלימי, מה שקרה בטולוז, צעקות על המוות של יהודים בתוך פריז, זה היפר קשה כמובן, יש המון יהודים שחושבים לעזוב. לא דווקא לארץ. לא דווקא, הם מעדיפים לבוא לארץ, הם ציונים, אבל יודעים שהמצב קשה. והשאלה הכי חשובה, האם ארץ ישראל מוכנה לקבל אותם או לא, והאם אנחנו עושים, הממשלה רוצה כל מה שצריך, והתשובה עכשיו ברגע זה לא. Depuis un mois, il se rend quasi quotidiennement à la Knesset, le Parlement israélien. Pour moi aujourd'hui c'est un jour très important puisque nous allons rencontrer les responsables du parti Israël Beitenu de Victor Lieberman qui propose un projet de loi pour favoriser l'ALIA des Juifs de France. Une demi-heure de réunion sur le problème des équivalences de diplômes avec un député très à l'écoute et à la sortie un sourire satisfait. Il semblerait que les partis prennent maintenant le relais et que tout le monde veut nous aider. Il y a une inversion de tendance qui est formidable et je crois qu'on tient bon. Au même moment, quelques salles plus loin, plusieurs ministres sont d'ailleurs en pleine conférence sur le même sujet, car la France est désormais le premier pays d'émigration vers Israël, et les politiques savent que cette vague de nouveaux arrivants constitue aussi un électorat potentiel. Le pouvoir du lobbying, un Français l'a bien compris. Mark Eisenberg, ici aux côtés du ministre, a fondé il y a quelques mois Kalita, un organisme qui rassemble une vingtaine d'associations francophones. L'idée est claire. Pour se faire entendre, la communauté française doit maintenant s'organiser, comme l'ont déjà fait les Russes ou les Américains, installés depuis longtemps en Israël. Pour obtenir ces aides au logement, ces aides à l'éducation, il faut avoir un poids politique plus grand, et pour ça, il faut parler d'une seule voix, il faut être plus unis et plus peser, effectivement, vivre de manière un peu communautaire. Kalita, c'est le lobby francophone pour l'intégration réussie de Olim de France. Donc on s'appuie sur les associations qui agissent et qui font un excellent travail sur le terrain. Donc nous sommes conscients effectivement des difficultés d'intégration professionnelle. C'est possible de réussir et nous appelons le gouvernement à faire beaucoup plus pour cela. We already have a symbolic but important victory with the diploma recognition of the French dentists. So they can practice in Israel now without taking state exams. Thank you, Elie Lalouf. This is the Kalita plan we prepared for the government in order to be able to receive 50,000 Olim from France over the next 3 years. La dernière intervention, je pense que vous l'avez tous compris. En français, par l'anglais comme moi, tout le monde comprend. Mais ce qui était plus important, c'est à qui je m'adressais. J'ai invité, il y a une dizaine de jours, 120 dirigeants de ce qu'on appelle la conférence des présidents américaines, c'est-à-dire tous les présidents des plus grandes associations américaines, EPAC, American Congress, etc., sont présents, viennent en Israël une fois par an ou tous les 2 ans. Et donc, on les a invités à dîner et on leur a expliqué pendant 3 quarts d'heure la situation des Juifs de France et pourquoi
on avait besoin, pour l'intégration ici, d'une aide financière des États-Unis. Et certains ont commencé à répondre positivement. Voilà. Donc on cherche également des fonds parce que c'est important. Donc on va passer rapidement sur continue le slide de donc, recherche et développement, je vous ai dit, avance. Donc, mesurer l'impact économique, partenariat avec le professeur Élie Brésis. On fait une enquête aujourd'hui sur les Olympiques de France et l'emploi. On participe à différentes initiatives, on pourra vous en parler plus tard dans la soirée si vous avez des questions, notamment sur la création d'un pilote, d'un hub de l'emploi physique à Jérusalem. Il va y avoir un salon. C'est quand derrière le salon? Le salon de l'emploi? Hein? Mi-juin. À Tel Aviv? À Tel Aviv avec la chambre de commerce, avec la chambre de commerce. Et donc, on arrive maintenant à l'objet de cette soirée. Ça, c'est le titre hors d'œuvre, le mouvement Qualité. Alors, on s'est dit simplement la chose suivante. Nous aidons les associations à mieux travailler et à avoir des budgets plus importants du gouvernement, c'est essentiel. Pour ce faire, il faut trouver de l'argent privé, il faut faire du matching et proposer au gouvernement un certain nombre de dossiers. Le gouvernement nous demande de l'argent. Je me tourne vers Fredo qui connaît bien le problème des projectorimes. Conversation un peu lunaire, mais je vous la livre comme ça, avec le ministre de l'Intégration. Aujourd'hui, vous connaissez les projectorimes, les gens dans les municipalités qui aident dans les démarches que je qualifie bureaucratiques, les Olympiques les plus récents. Ils font parfois un travail remarquable dans des conditions matérielles très difficiles. Ils ont besoin d'être plus soutenus, mieux formés, mieux payés, etc. Et ça fait partie de notre plan. Et je dis au ministre, vous savez, il n'y a que 11 équivalents temps plein pour toute la communauté française sur l'ensemble des pays. À l'époque, c'était 11, ça ne suffit pas. Alors le gouvernement israélien vient de prendre une décision il y a quelques semaines d'augmenter ce chiffre. On ne sait pas si c'est 16 ou 19. De toute façon, ça ne suffit pas. Et on lui dit, il nous en faut 25. Il dit donc, tu demandes 6 de plus que ce que le gouvernement a prévu. Tu payes la moitié? Je dis oui. Alors il a dit à son directeur général, bon alors s'il dit oui, ça va être difficile de ne pas accepter nous de payer l'autre moitié. Vous voyez, c'est souvent un marchandage, parfois financier, avec le gouvernement. Donc il est important de trouver des sous et de trouver des sous de donateurs privés pour que l'État lui aussi donne. Et donc, il est important d'être encore plus fort dans le lobbying. Et pour être plus fort dans le lobbying, c'est simplement dit qu'on a besoin de vous tous qui veulent améliorer, parce qu'ils sont concernés pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ou pour des proches ou des amis, la situation des lobbying. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le lobbying, ça peut être un lobbying, je vais dire municipal, vous avez parlé des élections, c'est-à-dire comment faire pression pour que demain, la municipalité accepte de prendre un projecteur de plus, même si elle décide qu'elle n'a pas le budget, elle le trouve, va traiter des salles, va faire un effort dans l'école pour qu'il y ait un peu plus de cours de soutien en hybride pour les jeunes français, etc. Il y a beaucoup de choses qu'une municipalité peut faire. Plus on est fort dans la ville, plus on se fait entendre, et plus on réussira à obtenir des résultats concrets. Et donc l'idée, c'est qu'à côté des associations, il y a un mouvement Qualité, des individus qui disent « nous nous engageons et nous sommes prêts à l'aider ». Pour vous donner un exemple, pour faire du buzz, parce qu'il faut faire du bruit, il faut savoir qu'on existe, il faut savoir qu'on veut des résultats et que ça change, on va faire une action tout à fait symbolique le 26 mai, c'est un vendredi matin, nous allons faire une course à Jérusalem, 27 mai, vendredi matin 27 mai, une course à Jérusalem, et l'objectif c'est d'appeler 3000 personnes, idéalement 1500 Israéliens très vieux au Rim, et 1500 Olim Khadashim. Les premiers courent et donnent le témoin au deuxième pour montrer qu'il y a une solidarité
entre les Israéliens qui sont là depuis longtemps et les Olim Khadashim. Et le maire de Jérusalem vient de dire qu'il participerait à la course. C'est un grand marathonien. La course sera beaucoup plus courte. Et pour ceux qui ne peuvent pas courir, on a prévu également une marche. Donc il y aura pour tout le monde. On devrait faire une grande fête, mais qu'on en parle à la radio, à la télévision. Les Olim de France bougent et ils ont besoin qu'on les aide. Un dernier mot, mais qui est très important. Qu'est-ce que n'est pas le mouvement Kalita? Le mouvement Kalita, ce n'est pas un parti politique. Nous œuvrons uniquement pour améliorer concrètement l'intégration des juifs francophones en Israël. Donc il n'y aura pas de député Kalita, il n'y aura pas de consigne de vote. Moi, je me suis engagé à ne pas faire de politique en Israël, donc je ne présenterai aucun mandat, il n'y a aucune arrière-pensée électorale. C'est un mouvement pour concrètement obtenir des résultats sur le terrain. Donc si vous vous engagez, il faut savoir comment vous engagez. Et un dernier mot, puisque ça a commencé par un Dvar Torah, je finirai par un petit mot de Torah pour dire une des difficultés que nous avons, c'est qu'il y a des gens dans le pays qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'il ne faut pas aider le Olim de France. D'abord, le ministre nous dit tout le temps, je n'ai aucune raison d'aider d'un shekel les Olim de France si je ne donne pas les mêmes shekels pour les Russes, les Éthiopiens et les Américains. On peut discuter, parce que déjà parfois ils reçoivent plus, et les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et on peut discuter. Admettons, nous on a présenté des mesures en disant tu veux faire ça pour tout le monde, c'est possible économiquement. On ne te demande pas la lutte, donc tu peux le faire. Il y en a d'autres qui disent, moi je suis monté, il y a 20 ans, la journaliste qui m'a interrogé à la télévision israélienne m'a dit, mes parents ils sont montés en 48, ils n'ont pas eu un shekel, donc celui qui veut recevoir un shekel pour monter, qu'il vienne pas. Moi je dis, c'est une erreur économique pour l'État d'Israël, c'est triste, l'État d'Israël a besoin de Olim sionistes et d'une population éduquée comme le sont les Français, c'est une chance pour l'État d'Israël, et c'est pas parce qu'il y a 20 ans ou 50 ans c'était plus dur qu'on ne peut pas aider les gens aujourd'hui. Il n'empêche, pour convaincre au moins les députés religieux, j'ai trouvé une petite explication dans la Torah. Quel était le premier sioniste de la Torah? C'est Abraham. Laisse le Kha, Dieu lui a dit, va-t'en, quitte ton pays, la maison de ton père, ta patrie, et monte. Et il ne savait même pas encore ce que c'était Israël. Et monte. Bon. Et le verset d'après, on dit, et si tu fais ça, je vais te bénir, je vais agrandir ton nom, etc. Tu auras une bonne réputation. C'est extraordinaire. Pour faire monter Abraham, Dieu lui promet des bénédictions. Et dans la bénédiction, la deuxième bénédiction, je te bénirai, Rachi précise, le Maïmon, avec de l'argent. Donc pour Abraham, qui était un saint, qui était Abraham Avinu, qui évidemment obéissait à Dieu au doigt et à l'œil, Dieu a quand même pensé qu'il était utile de lui dire, si tu montes en Israël, tu auras de l'argent. Alors pour nous, les pauvres Olim, qui ne sommes pas des saints, on en fait quelque chose, j'en suis un, et bien évidemment, on a besoin d'un peu d'aide. Merci beaucoup. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile